What is that? Pour la première fois, The Acolyte offre aux fans de Star Wars une représentation en live-action de l'Ordre Jedi bien avant les événements de la menace fantôme. Et c'est radicalement différent. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Toutefois, l'Ordre Jedi vu à l'époque de la Haute République, la partie de la chronologie de Star Wars dans laquelle se déroule The Acolyte, est un Ordre Jedi différent de celui vu dans les préquels. Les 2 premiers épisodes de Disney+, l'ont déjà prouvé à bien des égards. La série met en place une guerrière du côté obscur nommée May alors qu'elle assassine des Jedi et l'enquête Jedi qui la suit de près. En raison de la forte concentration sur les Jedi dans cette enquête et de l'époque de la série se situant à l'époque de l'Ordre Jedi et de la République Galactique, on voit beaucoup de choses sur l'Ordre. Bien qu'il y ait certainement quelques similitudes, il existe également des grandes différences entre les Jedi des préquels et les Jedi dans The Acolyte. Le temple Jedi de Coruscant est depuis longtemps un symbole de l'Ordre Jedi. Pour cette raison, le quartier général des Jedi apparaît dans l'épisode 1, mais pas exactement comme dans les préquels. Le temple semble beaucoup plus orné, avec une conception physiquement surélevée, ce qui pourrait être le cas parce que la surface du toit de Coruscant était en réalité plus basse à l'époque. Les détails dorés apparaissent sur les 5 flèches du temple Jedi et sur ses côtés, tandis que le bâtiment dans son ensemble semble globalement plus léger et plus riche en design. Un autre aspect nouveau se trouve juste sous le rebord de la base surélevée du temple, ses plateformes d'atterrissage. L'Ordre Jedi semble être beaucoup plus enclin au voyage avec un plan distinct montrant plusieurs pistes d'atterrissage non vues dans les préquels. Un lien important avec les livres et les bandes dessinées illustrant l'époque de la Haute République et la présence d'avant-postes du temple Jedi. Dans le 2e épisode, l'enquête atteint Olega où se trouve un petit temple Jedi urbain. Mais y attaque et tue plus tard un maître Jedi après s'être faufilé par l'entrée du temple dans la rue de la ville. L'avant-poste d'Olega semble être très similaire à la façon dont ces temples sont représentés dans les romans. Ces temples avant-postes étaient des lieux où résidaient plusieurs Jedi en dehors du monde central et capitale de la République, Coruscant. L'Ordre Jedi a fait cela afin de mieux servir des centres de population ou des régions éloignées, et cela semble être clairement communiqué dans la série. Il y avait généralement un Jedi responsable de chaque temple éloigné, et cela semble également être le cas dans la série. Lors du premier épisode, le maître Jedi Sol est chargé de constituer une équipe de Jedi afin d'enquêter sur May sur la planète Karnak. D'après les bandes annonces des épisodes ultérieurs de la série, il semble que la série impliquera de grandes équipes de Jedi opérant sur le terrain. Cela semble différent des Jedi de l'ère de la trilogie préquelle. L'une des caractéristiques de l'ère de la Haute République est la façon dont l'Ordre Jedi interagit avec la galaxie en dehors du noyau dans son ensemble. Ce type d'attitude d'équipe envers les sorties dans la galaxie fonctionne bien avec ces philosophies. En comparaison, lors de la menace fantôme, un seul Jedi et un apprenti sont mis en place pour faire face à un grave conflit aux enjeux galactiques. La série, quant à elle, a déjà montré des groupes plus grands que celui-ci, traitant de situations plus petites. Dans toutes les séquences se déroulant dans le temple Jedi de Coruscant, les décors regorgent de nombreux figurants aux costumes variés. Mais il est important de noter que tous ces costumes ne sont pas des robes Jedi. Il y a notamment beaucoup de civils normaux qui se promènent, entrent et sortent du temple Jedi de Coruscant. Cela montre au public où se situe philosophiquement l'Ordre Jedi lors des événements de The Acolyte. La présence de civils dans le temple contribue une fois de plus à l'idée que les Jedi de cette époque sont plus en contact avec les gens normaux de la galaxie. Ces personnes pourraient se rendre dans les temples Jedi, probablement pour affaires, pour résoudre des problèmes ou pour toute autre chose. Il y avait aussi des temples dans des endroits différents de Coruscant dans lesquels les civils étaient autorisés. Et avec plus de Jedi interagissant avec eux, tout cela donne une image très différente de l'Ordre Jedi par rapport aux préquels. L'un des aspects clés de l'ère de la Haute République pour les Jedi dont la série avait besoin était la tenue vestimentaire des Jedi. À cette époque, les Jedi disposaient de 2 ensembles de robes distincts qu'ils utilisaient pour 2 instances différentes. Un ensemble était réservé au temple Jedi de Coruscant et un autre était dédié aux missions hors de l'ordre. La série réalise très bien ce concept, montrant un changement de costume pour les personnages lorsqu'ils partent en mission dans l'épisode 2. Les robes du temple sont plus blanches et dorées et pourraient être portées dans le temple Jedi de Coruscant ou dans des interactions formelles, comme celle que porte le chevalier Jedi Yort Fandar lors de sa mission sur le vaisseau de la Fédération du Commerce dans l'épisode 1. Les robes de mission, en revanche, sont d'un or plus foncé et d'un marron plus familier, portées à l'extérieur de Coruscant afin que les Jedi puissent être plus tactiques et mieux intégrés aux civils. Ce que de nombreux fans attendaient de la série, c'était la forte présence du Conseil Jedi. Le Conseil n'est pas encore apparu dans les 2 premiers épisodes, même si on pense qu'il aurait pu le faire. L'un des principaux cadres de référence sur le fonctionnement du Conseil est la menace fantôme, qui montre qu'ils sont très impliqués dans une mystérieuse menace contre l'Ordre Jedi avec Dark Maul.
100 ans plus tôt, ce même type de menace n'avait pas été discuté avec le Conseil, malgré son urgence manifeste. Il est possible que ces réunions du Conseil se déroulent hors écran, mais d'après les commentaires de la maître Jedi Vernestra Raux, l'autorité Jedi dans The Acolyte semble être structurée différemment en ce qui concerne le Conseil. Raux déclare même qu'elle a l'intention de rassembler un conseil, une expression qui ne correspond pas du tout aux opérations du conseil à l'époque de la trilogie préquelle. Un autre trait de l'ordre Jedi à l'époque de la Haute République est la sélection plus diversifiée non seulement de robes, mais aussi de couleurs de sabre laser. Jusqu'à présent, la série n'a pas déçu à cet égard. En particulier, les sabres laser jaunes semblent être beaucoup plus courants sous la Haute République, alors qu'à l'époque de la trilogie préquelle, ils étaient relégués presque uniquement aux gardes du temple Jedi. Le sabre laser le plus important vu jusqu'à présent dans les 2 premiers épisodes est un sabre laser jaune appartenant à Yort Fandar. Il s'agit d'un changement d'idée bienvenu par rapport au sabre laser vert et bleu habituel de l'ordre Jedi des préquels. Cependant, ces autres couleurs ne manquent pas puisque le personnage principal lui-même, Master Sol, brandit un sabre laser bleu et que le Wookiee Kennaka brandit du vert. En plus de tout cela, le fouet lumineux emblématique et fascinant de Vernestra Raux est également un sabre laser à lame violette, quelque chose qui a également été vu, mais beaucoup plus rarement dans la trilogie préquelle. Tout début de l'épisode 1, Mai trouve l'emplacement du maître Jedi Indara en payant un citoyen pour obtenir des informations. Elle demande à l'extraterrestre « Où est ton Jedi ?», faisant référence à la ville d'Ueda. Cela a des implications assez importantes pour l'époque et donne une image des Jedi très différente de celle à laquelle le public est habitué, mais qui semble être très conforme aux Jedi de Star Wars Legends. Indara est surnommée la Jedi de la ville car elle y est stationnée et vit parmi les habitants de la région. Elle les sert et est leur gardienne contre les menaces, les aidant lorsqu'ils en ont besoin. C'est très différent de la centralisation de Coruscant dans les préquels. Et Indara n'est même pas la seule Jedi de la série à être stationnée sur une autre planète. L'intrigue principale de la série tourne autour d'une vieille mission qui a mal tourné, impliquant des Jedi stationnés sur Brendok, la planète natale de Mai, et de sa sœur jumelle Osha. Personnage central, Maître Sol a été intéressant à regarder jusqu'à présent. Cela est dû en grande partie au fait qu'il semble représenter un ordre Jedi beaucoup plus émotif que celui vu dans les préquels. Cela est visible en raison de l'impuissance de l'ordre dans ces films, mais la performance de l'acteur ici est également remarquable pour un Jedi en général. La nouvelle padawan Jeki de Sol commente même cela alors que sa nostalgie s'intensifie en raison d'un lien personnel avec l'enquête. Elle et Maître Raux affirment tous deux que la nostalgie et l'attachement de Sol pourraient l'empêcher de remplir ses fonctions de Jedi. Pourtant Sol et quelques autres Jedi semblent être plus en contact avec leur moi émotionnel, une différence frappante par rapport aux Jedi plus stoïques des préquels. Quelque chose que l'ordre Jedi n'avait absolument pas lors des événements de la menace fantôme et au-delà était une sorte de flotte. La série révèle cependant que les Jedi disposaient en fait de ce type de mobilité en termes de vaisseaux. L'équipe d'enquête Jedi en particulier prend un cargo apparemment construit pour une mission avec une section séparée de type anneau hyperspatial qui laisse en orbite. Maintenant, cette flotte Jedi ne semble pas avoir la taille des flottes de la République ou de celles vues dans The Clone Wars, mais elle est toujours plus grande que dans les préquels. Grâce aux romans et bandes dessinées de la Haute République, on sait également que les Jedi disposaient d'au moins un croiseur, la Taraxia. Un Jedi Vector, un chasseur stellaire des livres et des bandes dessinées, apparaît également dans l'épisode 1. Il sera intéressant de voir si cette supposée flotte Jedi, telle qu'elle est décrite dans les documents marketing de la série, a une plus grande présence dans le reste de The Acolyte. Maintenant, quand on voit les préquels et cette série, il y a dû avoir un énorme choc entre les Jedi et la galaxie pour que ça soit si différent dans les préquels. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.